L'Antiquité n'était pas des fainéants. Les noms cités dans ce livre, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque, désignaient respectivement un empereur romain, un ancien esclave qui triompha pour devenir un maître influent et un ami de l'empereur Hadrien, ainsi qu'un célèbre dramaturge et conseiller politique. Il y avait aussi Carton le Jeune, qui était un politicien admiré. Zénon était un riche marchand, comme d'autres stoïciens. Cléante fut boxeur et travaillait comme porteur d'eau pour payer ses études. Chrysippe, qui écrivit plus de 700 livres, fut coureur de fond. Posidonios fut ambassadeur. Musonius Rufus fut enseignant, et bien d'autres. Aujourd'hui, surtout depuis la publication récente de L'Obstacle et le chemin, le stoïcisme a trouvé un nouveau public varié, allant de coach d'équipe de football américain au rappeur LL Cool J, en passant par l'animatrice sportive Michel Tafoya, ainsi que de nombreux athlètes professionnels, des PDG, des dirigeants de fonds d'investissement, des artistes, des cadres et des personnalités. Qu'est-ce que tous ces grands hommes et ces grandes femmes ont trouvé dans le stoïcisme que les autres ont raté? Beaucoup de choses. Tandis que les intellectuels voyaient souvent le stoïcisme comme une méthodologie antique sans grand intérêt, des hommes et des femmes d'action découvrirent que cette philosophie leur donnait la force et l'énergie nécessaires pour surmonter les difficultés. Quand Ambrose Bierce, journaliste et vétéran de la guerre de sécession, expliqua à un jeune écrivain que le stoïcisme lui apprendrait à être un convive digne des dieux, ou quand le peintre Eugène Delacroix, célèbre pour sa liberté guidant le peuple, déclara que ce courant philosophique était sa religion de consolation, il parlait d'expérience. Tout comme Thomas Wentworth Higginson, courageux colonel abolitionniste qui mena le premier régiment composé d'Afro-Américains pendant la guerre de sécession et qui produisit l'une des plus mémorables traductions d'Épictète. William Alexander Percy, planteur et écrivain sudiste, qui mena les équipes de sauveteurs durant la crue du Mississippi de 1927, parlait en connaissance de cause lorsqu'il disait du stoïcisme qu'il tient bon même quand tout est perdu. Comme pouvait aussi l'affirmer Tim Ferriss, écrivain et investisseur, lorsqu'il disait du stoïcisme que c'était le système d'exploitation personnelle idéal. D'autres grands dirigeants comme Jonathan Newhouse, PDG de Condé Nast International, sont du même avis. Cependant, c'est sur le champ de bataille que le stoïcisme fit plus particulièrement ses preuves. En 1965, quel nom était sur les lèvres du capitaine James Stockdale au moment où il ouvrit son parachute après s'être extrait de son avion abattu au Vietnam et avant de tomber entre les mains de l'ennemi qui lui fit subir une demi-décennie de torture? C'est celui d'Épictète. Comme Frédéric le Grand qui chevauchait sur le champ de bataille avec les œuvres des stoïciens dans ses sacoches, le général James Mad Dog Mattis, marine et commandant de l'OTAN, emporta les pensées de Marc Aurèle dans le golfe Persique, en Afghanistan et en Irak. Ce n'étaient pas non plus des professeurs, mais des hommes de terrain qui avaient constaté que le stoïcisme, en tant que philosophie pratique, répondait parfaitement à leurs besoins. De la Grèce à Rome jusqu'à aujourd'hui. Le stoïcisme est un courant philosophique fondé à Athènes par Zénon de Citium au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Son nom vient du grec stoa qui signifie portique, car c'est là que Zénon commença à enseigner à ses élèves. Cette philosophie affirme que le bonheur est la vertu, plus précisément les 4 vertus cardinales que sont la maîtrise de soi, le courage, la justice et la sagesse, et que notre perception des choses, plutôt que les choses elles-mêmes, est à l'origine de la plupart de nos problèmes. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ou nous fier à quoi que ce soit, hormis à ce qu'Épictète appelle notre personne morale, notre capacité à utiliser notre raison pour choisir la façon dont nous réagissons et nous réorientons en fonction des événements extérieurs. À ses débuts, le stoïcisme était beaucoup plus proche d'une philosophie globale, comme d'autres courants de l'Antiquité dont les noms vous paraîtront vaguement familiers. L'épicurisme, le cynisme, le platonisme, le scepticisme. Ces adeptes débattaient de sujets variés comme la physique, la logique, la cosmologie et bien d'autres. L'une des analogies utilisées par les stoïciens pour décrire leur philosophie était celle d'un champ fertile. La logique était la barrière protectrice, la physique était le champ et la récolte produite par tout cela était l'éthique, les règles de vie. Toutefois, en évoluant, le stoïcisme se concentra essentiellement sur 2 de ces sujets, la logique et l'éthique. En passant de la Grèce à Rome, le stoïcisme devient beaucoup plus pratique pour s'adapter à la vie active et pragmatique des Romains travailleurs. Comme le remarqua Marc Aurèle,
Quand j'ai été séduit par la philosophie, je ne suis pas tombé dans les mains d'un sophiste.